Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Lombardi et vous écoutez Perspective, le podcast qui explore le médium photographique dans toute sa diversité. À chaque épisode, sa rencontre et avec elle, une nouvelle réflexion sur la photographie et la façon dont elle impacte notre rapport au réel et modèle nos sociétés. Aujourd'hui, je rencontre Marvin Bonheur, artiste né en 1991 et originaire de Seine-Saint-Denis. Après avoir principalement vécu à Aulnay-sous-Bois, dans la Cité des 3000, ainsi qu'à Bondy-Nord et à Aubervilliers, il emménage à Paris après son bac. Constatant les stéréotypes qui minent l'image des cités, Marvin entame en 2014 un projet encore plus personnel qu'artistique, intitulé La Trilogie du Bonheur, et retourne sur les lieux de son enfance. Armé d'un appareil compact argentique 35 mm, il parcourt les territoires de ses souvenirs, documente, magnifie. Par des clichés purs et poétiques, il déconstruit par là même les représentations collectives sur la banlieue parisienne, issues d'une couverture médiatique qui fait ressortir en trompe-l'œil une définition erronée des quartiers, uniquement caractérisée par la pauvreté et la destruction sociale. Alors affranchi des fréquents raccourcis et amalgames, il adopte alors une posture de sociologue. Ensemble, nous discutons de son regard photographique, attaché à révéler la réalité quotidienne de lieux stigmatisés et des personnes qui y habitent. Bonjour Marvin. Salut. Tu as appris la photographie de façon autodidacte. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvé avec un appareil entre les mains ? L'appareil photo, ça s'est fait assez naturellement. Et dans la fin de l'adolescence, j'ai commencé, j'étais danseur déjà. Et très rapidement, j'ai eu envie de prendre en photo ou de prendre des vidéos de mes potes. Donc voilà, en fait, de la vie de tous les jours. En fait, j'ai utilisé un appareil photo, un peu comme aujourd'hui, on prendra des photos avec son téléphone portable. Donc ça s'est fait de manière assez naturelle. Et tu avais suivi des études avant de te lancer vraiment dans la photo ? Alors non, la photo n'est pas arrivée de manière, on va dire, professionnelle ou même dans ma formation. Moi, j'ai fait des études de communication graphique, donc d'infographiste. J'étais plus devant un ordinateur ou devant une feuille à dessiner plutôt que prendre derrière un appareil photo en objectif. L'appareil photo, il est venu vraiment dans ma vie, on va dire que c'était vraiment pas calculé, c'est venu naturellement, il n'y avait même pas d'envie de faire quelque chose de spécial avec la photographie, c'est venu vraiment de manière spontanée comme ça. Chacun des artistes invités dans le cadre de ce podcast a un usage différent de l'appareil photographique. Toi, tu t'en sers pour figer dans le présent les souvenirs de ton passé, mais finalement, qu'est-ce qui t'attire dans la photo ? Pourquoi ça a été ce médium et pas un autre ? On va dire que j'ai commencé la photographie alors comme je disais, de manière plutôt, je dirais pas aléatoire, mais de manière instinctive peut-être. J'ai commencé à apprendre un peu ce qui m'entourait et en fait m'est venue l'idée de vraiment mettre un sens à la photographie, en ce cas ma photographie, quand j'ai eu envie de véhiculer certaines idées et de montrer aussi certaines réalités, certaines choses de ma vie et de mon enfance en l'occurrence. Est-ce que tu as des références qui t'inspirent dans ta pratique, des inspirations photographiques par exemple, mais aussi peut-être des inspirations qui te viennent d'autres disciplines artistiques ? Alors ça déçoit parfois beaucoup de monde, mais j'ai pas vraiment de référence en tant que photographe. Encore aujourd'hui, je m'inspire surtout de ce qui m'entoure. J'avais pas à l'époque des références précises puisque, encore une fois, j'ai commencé la photographie de manière pas réfléchi du tout, donc j'étais pas un passionné et je me considère toujours pas forcément comme un passionné de photographie. J'ai juste utilisé un appareil photo comme si j'avais une feuille devant moi, je me serais mis à écrire naturellement, j'avais un appareil photo qui était là pas loin, j'ai utilisé et puis après j'ai acheté le mien. J'avais pas forcément de référence, mais mes inspirations elles viennent plus de la musique et du clip. Alors j'ai commencé à regarder beaucoup de clips à la fin de l'adolescence via YouTube. Beaucoup de clips qui m'ont inspiré et aussi le cinéma, il y a des films qui m'ont inspiré, en tout cas l'imagerie des clips et du cinéma m'a vachement inspiré, mais j'ai pas d'artiste précis de photographe précis ou d'artiste que je pourrais désigner comme être l'artiste ou la personne qui m'a déclenché l'envie de faire de la photo. Et là tu parles de ta passion aussi pour l'image animée. T'as jamais voulu aller toi-même au-delà de l'image fixe et produire une vidéo par exemple ? Si, bien sûr. Je pense que c'est probablement, pour pas parler pour tout le monde, je pense que c'est l'envie de beaucoup de photographes de donner du mouvement et de la vie à sa photo. Donc oui, j'ai
très rapidement eu envie, peut-être même avant même de faire de la photo, envie de faire de la vidéo. Après, je me suis fait la réflexion que c'était intéressant de commencer par me focaliser, me concentrer sur l'image fixe. Puis après, une fois que c'est maîtrisé, que j'ai trouvé vraiment mon univers et ma patte, de me mettre à faire de la photographie, de la vidéographie du coup. Je l'introduisais il y a quelques minutes, tu as débuté en 2014 un projet intitulé Alzheimer, où tu te replonges avec nostalgie dans ton 93 natal. Tu es exposé pour la première fois à la galerie L'Imprimerie en 2017, et le succès de cette première série t'incite à ajouter 2 chapitres supplémentaires, Thérapie et Renaissance, et à faire de ton projet une trilogie, la trilogie du bonheur. Le second volet fait l'ouverture du Floréal Belleville, bar, restaurant et espace culturel, et l'ensemble du projet est présenté par extrait dans le cadre du festival Circulation en 2018. En produisant tes premiers clichés, j'imagine que tu n'envisageais pas que tes photos puissent avoir un tel écho. Ah non. Non, loin de là. Comment ça s'est déroulé du coup ? Bah, ça a été très surprenant déjà. Ça a été vraiment une révélation. Alors autant pour les médias vis-à-vis de moi que de moi-même, vis-à-vis de mon travail et vis-à-vis du retour que j'ai eu. J'ai exposé ça de manière hyper modeste pour dire vrai. J'étais même à 2 doigts d'annuler cette exposition en 2017. Cette première exposition que j'ai tenue la veille, j'étais à 2 doigts de tout retirer parce que j'avais pas le courage puis je me disais que ça allait pas forcément fonctionner. Et puis j'ai été surpris et agréablement surpris de voir tous ces retours. Et voilà, c'était pas prévu, et j'ai même commencé cette série en 2014 dans le but de la garder assez personnelle puisque c'était assez intime. Et j'avais envie d'archiver ça avant tout pour moi et mes proches, même les plus proches, j'ai envie de dire. Et donc du coup, de l'annoncer et de la diffuser au grand public, c'était déjà pour moi beaucoup. Alors le retour que j'ai eu dessus, c'était génial. Ouf. Et comment ça s'est passé pour la première exposition ? C'est quelqu'un qui t'a repéré via les réseaux sociaux ? La première exposition, elle s'est faite, c'est mon meilleur ami du coup, Richard Banrock, qui est un de mes meilleurs potes avec qui j'ai fait toute la partie lycée, donc là où je me suis aussi découvert et assumé en tant qu'artiste, et cherché aussi beaucoup dans des discussions avec lui-même. Et lui avait du coup travaillé dans le magazine pour le magazine Shoes Up, qui avait une petite galerie en fait, ce magazine qui détenait une galerie près à l'entrée du Marais, dans la rue Saint-Méry, près de Beaubourg. Et voilà, et j'avais déjà fait 2-3 événements dans cette expo, dans cet espace, pardon, pour leur magazine et des partenaires. Et plusieurs fois, je lui ai soufflé un peu à l'oreille, ouais, ce serait cool, un de ces 4, que tu négocies avec le magazine, qu'on me laisse l'espace pour que je puisse faire une expo. Et voilà, ça a duré pendant peut-être 2 ans comme ça, où je le bassinais tous les jours, presque tous les jours, ouais, à l'harceler, de dire vas-y, trouve-moi le plan, je vous présente un truc et tout. Et un beau jour, il m'appelle et il me dit voilà, dans 1 semaine, t'as la galerie pour 1 semaine. Et puis là, c'était le feu vert et je savais pas du tout quoi faire. Tu représentes avec simplicité la vie ordinaire, les joies, les peines. Pourquoi te paraissait-il important de produire des images ancrées dans le réel et exemptes de toute mise en scène ? Alors au début, ça a pas forcément été un projet, on va dire, techniquement réfléchi. Ça a été hyper instinctif. J'avais déjà de base tout simplement envie de montrer quelque chose de naturel. J'ai énormément analysé toute mon enfance, les médias et la manière dont on traitait l'image des banlieues, des quartiers, et particulièrement le mien, donc celui des 3000 à Aulnay-sous-Bois où j'ai grandi. Et j'ai vraiment étudié, on va dire, dans mon coin, la manière dont on traitait cette image, et du coup j'avais envie de proposer quelque chose d'autre. Et du coup, j'ai pas vraiment réfléchi à faire quelque chose de sublimé ou de faire quelque chose de totalement contradictoire à ce qu'on voyait, mais tout simplement de montrer une espèce d'ouverture sur l'entièreté de la vie de quartier en fait. Et donc du coup, sans viser forcément un point bien précis de montrer absolument, je ne sais pas, genre que l'amour en quartier ou que l'amitié en quartier ou quelque chose de magique, mais de montrer vraiment voilà, la généralité de ce qu'on peut y trouver, quoi. En entamant ce projet, j'imagine qu'il y avait des lieux, des personnes, des situations que tu voulais absolument immortaliser pour refléter tes souvenirs. Malgré tout, et tu l'as évoqué, on sent vraiment dans ton travail aussi cette part d'instinct, cette approche assez spontanée de l'acte photographique.
tu photographies ce qui se pose sous tes yeux sans forcément avoir réfléchi à ce que tu voulais obtenir in fine. Bon, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai en regardant tes photos. Comment est-ce que tu procèdes sur le terrain? Est-ce que tu es du genre à consommer beaucoup de pellicules ou est-ce qu'au contraire, tu réfléchis soigneusement à chaque image? C'est compliqué à dire parce que à la fois, je prévois pas forcément de mes shootings. Donc déjà, mon travail a rien de scénarisé. Je prévois pas d'avoir tant de personnes ou telle personne. Je me balade dans mon quartier, je prends ce qui se passe. Ça peut m'arriver de passer 1 ou 2 journées à à pas prendre de photos en fait, à me balader, voir plein de choses géniales sans forcément prendre de photos. Mais à contrario, il peut m'arriver parfois d'avoir une après-midi où ça me parle, il y a un truc qui se passe dans le quartier et j'y trouve une espèce de réalité et aussi quelque chose à montrer. Et là, je peux. Après, à ce moment-là, je compte pas trop en fait. Donc, j'ai appris surtout à avoir énormément de pellicules sur moi parce que je suis quelqu'un qui déteste le regret et du coup, j'ai toujours envie de prendre en photo. Dès qu'il y a quelque chose que j'ai envie de prendre en photo, il faut absolument que je le prenne. Donc, j'ai toujours beaucoup de pellicules sur moi pour ne rien rater. On va dire ça comme ça. La rhétorique habituelle concernant les banlieues consiste à considérer à la fois que les habitants ont des problèmes et qu'ils sont un problème. Il doit être très difficile de vivre dans des lieux qui ont si mauvaise réputation. De quelle façon ton travail a-t-il été reçu par les jeunes de quartier que tu as photographiés? Là, pour la plupart, hein, pour pas dire la totalité, parce que c'est jamais une totalité, mais pour la grande majorité, peut-être 95% des personnes qui ont vu mon travail in fine ou même sur le terrain, pendant le moment de shoot, est toujours super bien reçu. Vraiment, que ce soit dans mon quartier avec des jeunes qui me connaissent depuis la jeunesse, ou même des jeunes de Bondy ou d'Aubervilliers qui m'auraient pas forcément vu toute leur enfance et qui m'ont voilà, aperçu en train de prendre des photos de lieux que je connaissais certes, mais que je connaissais pas forcément les populations. Même ces jeunes-là ont été hyper accueillants. Alors très réticents au début parce qu'une caméra ça impressionne dans ces quartiers-là et le rapport à l'image est quand même voilà, il y a une grosse histoire à cause des médias, etc. par rapport à la caméra. Mais après discussion, après présentation du projet, c'était toujours un truc de ouf. C'est limite si les gens, au-delà même d'accepter que je les prenne en photo, ils m'ont amené vers d'autres personnes ou vers d'autres lieux pour que je prenne des photos. Et ça, c'est vraiment quelque chose que voilà, je pense on ne sait pas quand on n'en vient pas, mais moi-même j'ai été surpris parfois de voir à quel point c'était hyper bien accueilli et au contraire si les gens avaient manqué de ça, il y en a beaucoup qui m'ont dit merci d'ailleurs de faire ce travail. J'ai eu beaucoup de remerciements avant et après. Ouais, source d'une grande fierté finalement. Ouais, carrément. Ouais. Donc c'est un peu en cela que je parlais de ton travail comme d'un travail de sociologue en introduction parce que tu es affranchi des mythes, des représentations collectives qui minent l'image des banlieues. Est-ce que tu penses que tes travaux et celui d'autres artistes qui se saisissent de ce sujet peuvent véritablement impacter la représentation des gens qui n'ont jamais vécu la réalité des banlieues? Ouais, bien sûr. Bien sûr, je pense que je m'en rendais pas forcément compte au début parce que c'était pas le but, mais au final, ouais, en fait, le fait de traiter l'image d'une différente manière et d'avoir un autre discours, évidemment, influe les idées des gens dans le quartier, mais aussi des gens d'en dehors. Et c'est sûr que proposer autre chose, ça fait forcément que proposer une autre alternative. Et donc, du coup, forcément, de varier les idées d'un lieu, d'une personne. Et ouais, ça a été un peu la preuve de mon travail, ouais. À titre personnel, est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que tu as montré tout ce qu'il y avait à imager des souvenirs de ton enfance en Seine-Saint-Denis? Non. Est-ce qu'il y a un goût d'inachevé ou pas? Non. J'ai montré... Non, ça c'est le plus frustrant. Et d'ailleurs, on m'a rarement posé cette question. Et c'est très intéressant parce que j'y ai déjà beaucoup pensé. Et en fait, non. En vrai, j'ai représenté 15% de mon enfance, en fait. C'est le plus difficile. Je pourrais encore passer des années à le faire, ce projet, mais... Voilà, je pense qu'il faut juste passer à autre chose. J'ai fait, on va dire, les plus grosses lignes et ce qui me semblait vraiment être le plus important. Mais vivre en quartier, c'est d'une richesse qu'on n'imagine vraiment pas en vrai. On pense que c'est riche, mais c'est 5, 6 fois, 10 fois plus riche encore. Vraiment. Et donc tu ne veux pas le perpétuer parce que toi tu veux passer à autre chose ou parce que tu as le sentiment que... Ouais, j'ai passé 6 ans à prendre des photos dans mon quartier que j'ai quitté du coup. C'est pour ça que j'ai commencé ce projet. Donc ça fait déjà 6 ans que je n'y vis plus. 6 ans, c'est long sur un seul sujet en tant que photographe amateur et en premier projet.
Et en plus de ça, avec la gentrification, les JO qui arrivent, etc., la modification des quartiers va ultra vite, les générations qui y vivent aussi. Et du coup, là, le changement fait que, de toute manière, il y a aussi, aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement pour certains cas, près de 50% de mon enfance qui a disparu, en fait, qui a été modifié, changé, voilà, donc il y a aussi de ça qui fait que je pourrais pas forcément montrer tout, quoi. Alors, les titres de tes photographies sont aussi courts qu'évocateurs. Je pense par exemple à cette photo d'une barre d'immeuble décrépit intitulée Eldorado. Ce seul mot attribué à cette seule image résume en quelques secondes cette utopie des années 80, des HLM flambant neufs, du faible taux de chômage et de la promesse de l'urbanisation de la banlieue parisienne. Quelle importance a le langage dans ton travail de photographe ? Il a une importance presque supérieure à l'image elle-même. Euh, c'est marrant parce que j'expliquais ça aujourd'hui à des jeunes avec qui j'ai été intervenant, que j'ai rencontré, et je leur expliquais que le risque, et je pense qu'aujourd'hui dans notre société avec Instagram et toute l'imagerie qu'on peut voir circuler partout, je pense qu'il est hyper important de se rendre compte qu'une image peut véhiculer à elle seule 5 à 20 messages différents. Et pour moi, il était hyper important, surtout quand on traite des images et l'imagerie des quartiers populaires qu'on a ultra caricaturé, j'ai envie de dire, dans le passé. Il était hyper important pour moi d'amener un texte, d'amener une parole au-delà de l'image, parce que toutes les images pouvaient véhiculer à la fois une chose ultra négative et positive. Et comme moi, j'avais envie de changer un peu ces visions qu'on a de ces images-là, il fallait forcément que je ramène aussi un texte. Tu délaisses le digital au profit d'un appareil argentique et adoptes une esthétique qui emprunte beaucoup à celle des années 80. Pourquoi avoir fait ce choix ? Ça s'est fait plutôt sur un hasard à la base. J'ai utilisé l'argentique parce que j'avais besoin d'un petit boîtier. J'avais plus envie de travailler avec un réflexe. J'utilisais au début de la photographie, je m'étais acheté mon premier appareil, c'était un Nikon D7000 que j'utilise toujours aujourd'hui d'ailleurs, parfois. Mais qui est hyper encombrant, et j'avais besoin d'un petit boîtier, et en fait ça s'est fait par hasard. J'ai pensé au boîtier que ma mère utilisait durant mon enfance, qui était un petit compact. Alors pour le sien c'était un Konica. Et j'avais envie d'avoir un boîtier de cette taille-là qui puisse rentrer dans une poche et que ça soit pratique, voilà, pour me déplacer, pour les journées où je voulais pas prendre forcément de photos, de pas avoir quelque chose qui m'encombre. Et voilà. Et puis en fait, les premières pellicules, c'était la révélation. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Enfin, pour moi, la vision qu'on voit, enfin que les gens, le grand public voit à travers une photo argentique couleur, c'est la vision que j'ai moi, c'est la vision de mon œil en fait. Voilà, on va dire que poétiquement dit, c'est comme ça que je vois la vie, de manière hyper pastel, et à la fois très contrastée, et en même temps brute, et voilà. Et est-ce que tu développes toi-même tes photographies ? J'ai pas encore eu ce courage, et ce temps, mais j'aimerais un jour. Lorsque tu découvres tes clichés, comment s'opère ta sélection ? Qu'est-ce qui te fait dire qu'une photo est plus réussie qu'une autre ? C'est l'émotion, c'est le cœur, c'est ce que ça m'évoque à la première vision. Tout se fait à la découverte de mon travail. Alors il y a quelques photos que j'ai appris à aimer et où j'y ai trouvé aussi un sens après, en revenant dessus. Parfois ça peut durer des années, mais la plupart du temps c'est à la première vue. Tout de suite ça m'évoque quelque chose, et le titre généralement vient pareil dans les premières secondes en fait. Mes titres sont jamais réfléchis au-delà de 5 minutes, je pense, même peut-être moins que ça. Alors je change un peu de sujet. Au-delà de ton projet sur la Seine-Saint-Denis, tu as eu l'occasion de te rendre en Martinique, dont ta famille est originaire. Tu as opéré un peu de la même façon que pour la trilogie du bonheur, mais cette fois-ci en parcourant le territoire en voiture et en t'arrêtant pour photographier ce qui interpellait ta mémoire, ces scènes que tu avais en souvenir de l'époque où tu parcourais l'île avec tes parents. Tu as alors entamé un véritable travail documentaire de rétablissement de la vérité au-delà des clichés touristiques. Cette fois-ci, ce projet était-il plus pour toi ou pour les autres ? Non, il était. On va finir par croire que je suis égoïste, mais il était. Non, il était encore pour moi, hein. En fait, ce projet, il est né dans une période dans laquelle je pense que je suis sorti il y a quelques mois, qui est une période où j'avais vraiment besoin de comprendre mon identité, de travailler sur mon identité pour passer le next step, on va dire, de ma vie, pour passer voilà, d'assumer d'être un adulte, voilà, du jeune à l'adulte, en fait, tout simplement. Et je pense que ce projet
de la trilogie m'a stimulé, en tout cas dans le 9-3, m'a stimulé, m'a éveillé sur l'entièreté de mon identité, et l'entièreté de mon identité et fait aussi partie de mes origines, et mes origines de la Martinique, cette île que j'ai vue toute mon enfance, une fois tous les 2-3 ans, voire tous les ans pour certaines périodes, voilà, à laquelle je suis hyper attaché, et j'avais besoin de faire une série photo dans ce territoire que je connais à ma façon, et que d'avoir ça aussi, j'avais envie de flasher la Martinique aussi, c'était obligé, enfin. Récemment, tu as documenté le rassemblement parisien Black Lives Matter et a livré des photos très représentatives de ton style et de ton ton. On est toujours dans cette forme de pureté qui oscille entre espoir et amertume. Dans quel état d'esprit t'es-tu rendu à ce rassemblement? Est-ce que tu avais prévu de prendre des photos à la base? Comment ça s'est passé? Ça arrivait à une fin, c'est assez récent, donc à un moment donné où, bon, là, j'ai fait le travail sur moi-même, et maintenant, on va dire que je me permets maintenant de croire au fait que je peux être photographe. C'est une démarche qui a été très longue, parce que voilà, d'où je viens, c'est pas destiné à moi, c'est pas un métier enfin, c'est même pas un métier pour certains. Enfin, c'est comme ça qu'on me l'a présenté, donc ça a été difficile. Donc maintenant, je l'assume. Donc je peux pas dire que j'avais pas prévu de prendre de photos. Je pense que c'était logique pour moi de prendre des photos, mais je m'y suis rendu surtout humainement et personnellement avant d'être. Je pense que c'est d'abord l'humain qui a été avant le photographe, mais voilà, le photographe fait partie de l'humain, donc voilà, c'était logique de prendre des photos, et, euh, et ça a été un moment incroyable. D'ailleurs, on m'a appelé, je l'avais fait pour moi à la base, et on m'a appelé peut-être 24 heures avant pour me demander de livrer des photos pour un magazine. C'était Vanity Fair qui m'avait demandé si c'était possible de photographier pour eux. Je leur avais d'ailleurs dit non à la base, parce que j'avais pas envie de commercialiser ce mouvement. Et en fait, je me suis aussi dit que finalement, c'était cool de reporter l'information. C'était aussi, j'étais peut-être un des plus légitimes pour parler de ça aussi, que c'était cohérent avec mon travail. Donc je me suis dit, bon, je vous promets rien, mais selon ce qui se passe, je prends des photos, je vous envoie une sélection. Et voilà. Et du coup, ça s'est fait. Et ça s'est fait, parce qu'en fait, il y avait ultra de matière, c'était ouf, c'était ultra fort. Et ça m'a beaucoup touché humainement, et forcément, vu que je travaille aussi la photo avec le cœur, ça a découlé sur des photos ce qu'elles sont, quoi. Est-ce que tu as déjà été tenté par une spécialisation vers la photographie de presse, à proprement parler? Alors, vu que je suis un jeune de quartier et noir, je suis assez phobique par le mot presse, mais pour être honnête, mais après, oui, le reportage de manière générale m'attire énormément, et de toute façon, je pense qu'il est assez logique quand on voit mon travail, quand je vois moi-même mon travail et les sujets que j'ai traités, que le reportage est une filière de la photographie qui m'attire, clairement. Enfin, j'aime la mode, j'aime la nature morte et l'abstrait, effectivement, mais j'aime aussi et surtout documenter et reporter des mouvements sociaux, des classes sociales. C'est vraiment ce qui me plaît, ouais. Alors justement, chacun de tes projets recherche la révélation de la vérité quotidienne de ceux qui vivent dans des lieux emplis de clichés mais qui te sont familiers. Est-ce que tu penses que tu pourrais retranscrire avec autant de force le quotidien de personnes qui vivent une réalité sociale très éloignée de la tienne, disons par exemple la vie d'une famille très bourgeoise en Angleterre? Ça serait incroyable, ça serait incroyable. C'est mon rêve. En vrai, moi je suis fasciné par l'humain. À partir de là, déjà je suis un jeune photographe, donc je me cherche encore, même si je pense quand même assez trouver la voie dans laquelle je me vois pendant ces prochaines années. Mais je sais que je suis vachement attiré par l'humain, et j'adore l'humain. J'adore les mouvements sociaux, les réflexions, les communautés. Je trouve que c'est des trucs assez ouf. Et du coup, vu que je fonctionne, on va dire que la réflexion photographique se fait par une réflexion instinctive, et que pour l'instant ça a fonctionné, je pense que je pourrais photographier facilement des gens qui sont pas comme moi. Il me faudrait juste du temps, parce que je trouve que c'est méga important. Mais si j'ai suffisamment de temps et le matériel nécessaire, ouais, je pense que je pourrais photographier même une famille ultra raciste au fin fond de l'Europe en tant que noir. Je suis sûr que ce serait faisable. J'y arriverais, et d'ailleurs ça m'intéresserait vraiment de le faire. Toi qui es très ancré dans le réel, est-ce que tu as déjà été tenté par des projets photographiques de fiction? La fiction ne m'intéresse pas tant que ça.
J'adore la voir, voilà, hein, j'aime la fiction de manière générale, mais à la traiter, étant donné que je fonctionne beaucoup à l'émotion et à l'humain, je suis pas certain que c'est quelque chose je suis capable de le faire parce que c'est des règles de photo et voilà, ça se réalise, mais c'est pas ce qui m'anime le plus, non. On t'a déjà un petit peu répondu à cette question, mais si ton temps et tes moyens étaient illimités, est-ce qu'il y aurait un lieu dans le monde où tu rêverais de te rendre pour accomplir un projet photographique ? Ça serait shooter une famille, une famille populaire au fin fond de la Pologne, dans une bar brute, avec genre dans un truc hyper repoussé et genre voir comment ils vivent. Pourquoi la Pologne ? Parce que la culture polonaise, c'est une culture que je connais absolument pas. J'ai eu des images, graphiquement, c'est le genre d'architecture qui me plaît, l'architecture d'après-guerre, le brutalisme, etc. Je trouve que c'est ce qui me parle énormément. Et c'est une culture qui est assez opposée presque à la mienne, en tout cas dans ce que je connais, dans les impressions que j'en ai. Et ça m'intéresserait du coup d'aller photographier une famille là-bas et voir comment ils sont, les découvrir, leur cuisine, leur langue, leur code et tout et tout. Et je trouve que c'est chouette, ouais, c'est cool, c'est stylé. Et est-ce qu'il y a un événement de l'histoire au cours duquel tu aurais voulu être présent pour le prendre en photo ? Ouais, il y en a plein. Il y en a plein, mais je pense que j'aurais bien aimé photographier les Black Panthers. Ouais, les Black Panthers, il y a un truc qui est un peu opposé à ce que je suis finalement, mais tout ce qui est mouvement punk, skin, toute la vieille Angleterre, années 90, avec leurs révoltes positives et négatives et tous ces combats qu'il y a pu avoir, je trouve que c'est assez ouf historiquement. Ça a été une vraie lutte et une lutte très sociale et populaire. Et du coup, c'est quelque chose que j'aurais voulu voir déjà en tant que personne. Ça aurait été certainement plus difficile que maintenant, parce que déjà je suis révolté pour ce qui se passe, donc ça aurait été très compliqué. Mais c'est quelque chose c'est une période qui me parle beaucoup, ouais, et qui m'inspire beaucoup dans mon travail d'ailleurs, l'argentique, tout ça, les quartiers populaires et tout. Ça vient aussi de ça, je pense. Toute cette histoire dans le passé de ces premières migrations qui se battaient pour avoir le droit et voilà, je trouve que c'est ouf. Du coup, tu me fais une jolie transition pour terminer. Est-ce que tu peux nous parler de ton prochain projet documentaire qui s'appelle This is London ? Ah oui, This is London, voilà, ouais, je viens d'expliquer un peu. En gros, j'ai un peu réfléchi à mes inspirations, etc. Moi, j'écoute depuis longtemps et ça a toujours été bizarre auprès de ma famille et de mes amis, mais j'écoute beaucoup de rock anglais et j'écoute la new wave, j'ai écouté quoi? Maintenant j'écoute de la drill, enfin du drill, j'écoute la grime. Du coup, l'Angleterre tourne énormément dans mes références culturelles, presque autant que la culture française. Et du coup, il m'a semblé logique d'aller à Londres. Et donc, en allant à Londres, j'ai découvert après ma 4e visite de Londres un peu la vie populaire de là-bas. Et donc, du coup, très logiquement, en 2018, non, 2018, ouais, j'ai commencé officiellement à me lancer dans ce projet This is London. Et ce titre This is London d'ailleurs est assez récent. J'ai pensé à ce titre parce que justement j'ai trouvé sens qu'on se faisait souvent une idée d'une capitale assez stéréotypée et du coup j'espère que cette série va amener une autre proposition à ce qu'on connaît de Londres quand on n'y vit pas et qu'on la connaît mal. Et du coup, This is London, c'est un peu une manière d'imposer une nouvelle vision de Londres qui n'est pas juste de faire du shopping et de la reine d'Angleterre. Et on a une date de sortie pour cette série ou pas encore ? Ou c'est une surprise ? Non, pas encore, c'est secret, mais ça va bien très très bientôt arriver. La série est complète. Et d'ailleurs, j'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle Nova Lisboa. Et c'est genre une série dans le même type que Londres du coup, mais à Lisbonne. Et comme je suis trop excité de pouvoir sortir cette série, il va falloir que je m'active pour sortir déjà à Londres. Voilà, donc ça va bientôt arriver. Ça marche, super. Merci beaucoup Marvin d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Merci aux auditrices et auditeurs d'être toujours plus nombreuses et nombreux à m'écouter et à me faire des retours. Retrouvez dans la description les liens de Marvin Bonheur et de Perspective. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ciao.